Bonjour, rebonjour pour ceux qui étaient en plénière tout à l'heure. Bah, vous les ferez rentrer quand même, hein. Et merci de venir pour cette table ronde donc, sur la cyberassurance. Quelles alternatives? Donc c'est une table ronde que nous avons montée, DG Consultant, enfin les assises, en collaboration avec l'AMRAE. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, l'AMRAE, c'est l'association des risques managers dont nous avons un représentant, mais je vais y revenir en présentant chacun des intervenants. Alors, la cyberassurance, quelles alternatives? L'année dernière, ça fait plusieurs années qu'on fait une table ronde sur la cyberassurance. Et malgré tout, l'année dernière, je m'étais dit, bon, là, je crois que on va attendre 2-3 ans avant de refaire le sujet de la cyberassurance. On en avait parlé avec le comité de pilotage des assises. Au premier comité, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que on va pas un peu rabâcher le sujet de 2021? Et puis non. Et puis non, parce que ces derniers mois, il y a eu tout un tas d'événements. Il y a eu plusieurs prises de position, donc des positions plus ou moins récentes que vous avez sans doute lues dans la presse. Vous avez vu pas mal de choses. On a vu également, bien sûr, si on reprend le nœud du problème, qu'il y a de plus en plus d'attaques, de plus en plus de ransomware, de plus en plus de problématiques. Et de mon côté, quand j'ai discuté avec vous, avec les RSSI, certains m'ont fait part de leurs difficultés, de leurs craintes. Et en fait, je me suis aperçu qu'en octobre 2022, le sujet de la cyberassurance était plus que jamais d'actualité. D'ailleurs, si vous êtes là aujourd'hui, la salle est très grande, vous êtes nombreux, c'est que le sujet vous intéresse. Donc voilà pourquoi je voulais traiter ce sujet et essayer d'avoir des réponses. Bonjour. Donc en fait, l'idée, bien sûr, c'est de faire un constat, de remettre le contexte, mais surtout d'apporter des solutions, de voir comment on peut aller par rapport à ce problème de la cyberassurance. Quelles solutions aujourd'hui ont les entreprises? Qu'est-ce que leur proposent les assureurs, les réassureurs, bien sûr? Comment les RSSI et les risques managers travaillent ensemble justement par rapport à leurs risques cyber? Donc là, on va échanger avec les 4 intervenants que je vais vous présenter pendant une bonne demi-heure. Je laisserai une dizaine de minutes pour les questions-réponses. Alors, tous nos intervenants ne sont pas là ce soir, mais certains seront encore là ce soir. Donc, si vous avez des questions complémentaires, vous pourrez leur poser. Et puis, on va essayer. Bien sûr, on ne va pas pouvoir traiter tout le sujet en 45 minutes, mais on va quand même essayer d'aborder le plus de problématiques possibles. 4 intervenants que je remercie. Donc, je vais commencer par Philippe Cotel, donc, qui est administrateur de l'AMRAE. Donc, l'AMRAE, cette association de risque manager avec qui nous travaillons. Alors, Gilles Berthelot, directeur sécurité numérique du groupe SNCF. Gilles, vous le connaissez bien pour beaucoup d'entre vous. Peut-être que vous connaissez moins Anne Kridlig, dont c'est la première venue aux assises, je crois, Anne. Donc, bienvenue, qui est Head of Professional Indemnity and Cyber Department Financial Lines Zurich Insurance. Et à ses côtés, Sébastien Réon, qui est Cyber Solution Deputy Chief Underwriting Officer de SCOR. Donc, Sébastien, ça fait déjà quelques années que tu viens également sur les assises. Alors, donc, table ronde réalisée en collaboration avec la AMRAE. Et justement, on a fait plusieurs tables rondes avec Philippe. Philippe, tu as vu aussi l'évolution de la problématique avec les RSSI. Et le point de départ aussi de cette table ronde, c'est Lucie 2. Alors Lucie, tu vas nous expliquer ce qu'est Lucie 2. Donc c'est cette étude que vous avez menée pour la deuxième fois en 2022, donc qui a été présentée un peu avant les vacances, je crois, au mois de juin. Donc il y avait eu Lucie 1, 2021, avec un constat. Donc tu as travaillé avec les courtiers. Lucie 2, donc c'est deuxième édition.
Et il y aura sans doute Lucie 3, Lucie 4. On en reparlera en 2023, en 2024. Donc avec quand même une réelle évolution entre 2021 et 2022. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi refaire une table ronde sur la cyberassurance ? Parce que entre 2021 et 2022, il y a eu beaucoup d'évolutions. Et tu l'as vu sur Lucie. Alors peut-être nous replacer justement ce contexte. Bonjour à tous. Oui, merci beaucoup Florence pour cette invitation. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais. Ça marche ? Ça marche ? Vous m'entendez là ? Oui. Bon, d'accord. Donc vraiment l'idée de cette étude, c'est de pouvoir donner une meilleure référence sur l'évolution du marché, des primes et des sinistres. Et parce qu'il y a un état de fait qui est évident, notre économie est digitale et qu'on va rester dans une économie digitale. Vous le savez mieux que quiconque, mais ça entraîne que pour toutes les entreprises, notre exposition au risque cyber, c'est une exposition long terme qui va croître dans le temps. Et du point de vue financier, on voit que c'est une évolution qui est prégnante. Il y a eu une décision de justice récemment aux US pour un groupe qui s'appelle Merck par rapport à un litige sur une indemnisation d'un sinistre lié à une attaque cyber pour savoir si elle était couverte ou non. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais néanmoins, ce qui est intéressant de noter, c'est que le sinistre de cette entreprise Merck, c'est 1,4 milliard. Et ça, je pense que ça veut dire que nos entreprises ont une exposition cyber qui est forte. Et c'est la raison pour laquelle, plus que jamais, la façon dont on va financer ce risque cyber est essentielle pour toutes nos entreprises qui investissent dans le digital. Alors, financer ce risque-là, c'est l'assurer. Et aujourd'hui, on voit que la réaction des assureurs est quand même plutôt prudente, on va dire ça comme ça. Et pour des raisons qui s'entendent. La première année où on a fait l'étude de Lucie, pour l'année 2020, ce que l'on a vu, c'est que le marché de l'assurance cyber a perdu beaucoup d'argent. Donc, les assureurs ont perdu énormément d'argent sur l'assurance cyber en France, avec un ratio sinistre sur prime à 167%, c'est-à-dire qu'ils ont payé 1,6 fois plus de sinistres qu'ils n'ont reçu de primes, et que 4 sinistres à eux seuls, en 2020, ont suffi pour éponger l'ensemble de la prime du marché français. Donc on peut comprendre la réaction du marché en 2021 de dire il faut rétablir un équilibre, un meilleur équilibre dans cette situation. Et il y aura une quête à la fin pour les assureurs. Et donc effectivement en 2021, ce que notre deuxième étude a montré, c'est que on a vu une augmentation du volume de primes de près de 40%, mais avec deux évolutions en termes de marché. On a vu une évolution pour les grandes entreprises, une évolution pour les ETI. Et je pense que c'est important parce que dans la salle, vous avez aussi, il y a des ETI aussi. Oui, il y en a de plus en plus d'ailleurs aux assises. Ouais. Pour les grandes entreprises, ce qu'on a vu, c'est que cette réaction de marché a été forte, puisque en moyenne, sur toutes les entreprises de plus d'1,5 milliard, le taux de prime d'assurance a doublé en moyenne. Que les franchises en moyenne pour les grandes entreprises ont été multipliées par 10 avec une moyenne à 4 millions. Moyenne. Mais ce qui est aussi un élément important, c'est que la capacité, c'est-à-dire le montant assuré en moyenne par ces grandes entreprises, a baissé de 25% pour tomber à 30 millions. 30 millions pour une boîte qui fait plus d'1,5 milliard de chiffre d'affaires, c'est 3-4 jours ouvrés. Et je n'ai pas besoin de vous dire qu'une crise cyber peut durer plus que 3-4 jours. Et ça c'est un élément important parce que ce que l'on a noté, c'est que 11 grandes entreprises françaises n'ont pas renouvelé leur contrat d'assurance.
alors qu'elles sont matures et que, logiquement, elles avaient tout pour renouveler. Si elles ne l'ont pas fait, c'est qu'elles n'ont pas trouvé une valeur correspondant à leurs besoins. Et... Concernant les ETI, vas-y, continue. Concernant les ETI, là, le phénomène est différent. Pourquoi ? Parce qu'on a vu en 2021 beaucoup d'ETI acheter de l'assurance cyber, une augmentation forte de ce côté-là, ce qui montre une plus grande maturité de ce segment sur l'utilisation de cet outil, et avec une réaction du marché qui a été plus modérée sur les ETI que sur les grands groupes, avec des hausses de primes, certes, mais beaucoup moins importantes, une capacité qui est restée stable, et une franchise qui est restée, modérée. Mais ce qui est intéressant à noter en 2021, c'est qu'au niveau de la sinistralité assurée, les grandes entreprises et ETI, et là, je pense que c'est aussi votre travail à vous qui a permis d'obtenir ces résultats. On a eu une amélioration très forte par rapport à la sinistralité sur les grandes entreprises, avec une réduction de près de 40% des sinistres, à la fois en termes de fréquence et aussi en termes de sévérité. Par contre, pour les ETI, alors est-ce que c'est un basculement de la part des attaquants qui ont vu des cibles plus simples ? On a eu une multiplication par 5 du montant des sinistres pour les ETI, avec un ratio sinistre sur prime pour les ETI à 250%. Ce qui veut dire que les assureurs ont payé 2,5 fois plus de sinistres qu'ils n'ont touché de primes pour les ETI. Et donc une des conclusions pour les ETI, c'est qu'on craint qu'en 2022, le seuil d'assurabilité, les exigences d'assurabilité et la réaction de marché des assureurs sur les ETI soit aussi forte que ce qu'on a vécu pour les grandes entreprises en 2021. Alors ça, donc on le saura. Merci Philippe. Ça, donc on le saura pour Lucie 2023. Je précise quand même, parce que c'est important, cette étude est publique et se retrouve en ligne, hein, donc sans problème. C'est intéressant, il y a une 40aine de pages avec plein de graphiques très très clairs. Donc je vous conseille, si vous êtes intéressé, allez télécharger l'étude. Il y a une question peut-être, mais après on va passer la parole à Sébastien. C'est que bon, les grandes entreprises ont moins de sinistres. La question c'est est-ce qu'elles déclarent tous leurs sinistres aussi ? Mais on n'a pas 4 heures malheureusement devant nous, donc on pourra peut-être y réfléchir dans les questions à la fin. Sébastien, du côté du réassureur, donc Score, on arrive après l'assureur, hein, on est le réassureur, celui qui permet à l'assureur d'assurer, si je puis dire. Le risque cyber, tu le connais bien. Comment tu le vois aussi évoluer et pourquoi on arrive aujourd'hui au fait qu'on a 11 grandes entreprises françaises. Donc là, sur les grandes entreprises, c'est 280. Non, on est passé de 240 à 250 ou 270, 280. On est à peu près dans cette proportion-là. Comment on arrive à ce que on ait 11 grandes entreprises qui ne s'assurent plus sur ce risque que tu dis, il est devenu systémique. Enfin, tu n'es pas le seul à le dire, mais il est devenu systémique. Effectivement, je ne sais pas trop si... Ah oui, il faut vraiment que je m'approche tout près. Il faut brancher le micro. Oui. Alors effectivement, le réassureur, alors peut-être quelques mots pour expliquer un peu ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas une activité qui est très connue de la communauté des RSSI, voire du grand public. En fait, nos clients sont des assureurs, et en échange d'une partie de la prime qu'ils touchent sur une ligne de business, donc assurance cyber en l'occurrence, on paye une partie des sinistres. Donc en fait, on apporte du capital aux assureurs pour qu'ils puissent alimenter leurs souscriptions, souscrire de nouveaux contrats et qu'ils aient les capacités financières d'honorer les contrats en cas de sinistre. Et on apporte cette capacité et cette fluidité normalement au marché de l'assurance. Donc Gilles, une partie de la quête, j'en prendrai une proportion et je paierai une proportion des sinistres. Voilà comment ça se passe. Et en fait, la réassurance fonctionne parce que historiquement, elle est basée sur les catastrophes naturelles. C'est comme ça qu'elle est née. Et elle fonctionne parce qu'il y a une mutualisation géographique du risque.
Et habituellement, le réassureur, il va mettre un petit peu de sa capacité financière sur de l'ouragan au Texas, un petit peu sur du tremblement de terre au Japon, un petit peu sur des tempêtes en Europe ou des inondations. Et bon an, mal an, tous les ans, il ne va pas y avoir des catastrophes naturelles dans tous les pays du monde sur l'ensemble des catastrophes possibles. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Et d'ailleurs, sur ces questions climatiques, il y a aussi une réflexion en cours chez nous. Mais sur le risque cyber, malheureusement, on n'a pas ça. On n'a pas de diversification géographique. Parce qu'on a bien vu avec notre Petya, c'est un exemple classique, où c'est un petit software de financier en Ukraine qui finalement a fini par toucher, comme Philippe le disait tout à l'heure, des grandes entreprises américaines comme Merck. Et donc, on est face à un risque avec une composante systémique. Et alors la manière dont on le prend, nous, réassureurs, c'est qu'on n'a plus de diversification. On n'a plus de diversification géographique, on n'a plus de diversification dans le temps non plus, parce que y a un élément avec les catastrophes naturelles, c'est qu'en général, elles n'arrivent pas tout à fait en même temps, il y a des saisons. Il y a une saisonnalité, évidemment, nous en cyber, on n'a absolument pas de saisonnalité. Et une entreprise peut être touchée au Japon le matin et 10 minutes plus tard aux États-Unis, au Brésil, en Afrique du Sud, partout dans le monde. Donc on n'a plus de moyens de diversifier notre risque. Et ça a une conséquence très importante, parce que ça veut dire que le risque cyber, pour un réassureur, ça consomme beaucoup de capital, parce qu'on est obligé de mobiliser une grosse part de capital qu'on ne peut pas diversifier de manière géographique ou de manière temporelle. Donc ça nous coûte très cher. Si on ajoute à ça un élément qui est intéressant, c'est que nous-mêmes, on s'assure très peu, parce que les réassureurs ont eux-mêmes des réassureurs qui s'appellent des rétrocessionnaires. Et en matière de cyber, c'est très peu développé parce que cette branche de la réassurance, elle est en général fondée par les marchés financiers qui amènent du capital, qui ont en fait très peu d'appétit parce qu'ils ont un peu peur du risque cyber, ils comprennent pas trop comment ça marche, c'est pas du tout comme d'habitude. C'est pas vraiment des risques longs ni des risques courts. Ils savent pas trop. Est-ce qu'on est encore dans un manque de données, parce que c'est aussi quelque chose qu'on entend depuis plusieurs années. Donc on a l'impression quand même qu'il y a de plus en plus d'attaques, il y a de plus en plus de données puisqu'il y a de plus en plus d'assurés, il y a de plus en plus de déclarations. Mais j'ai l'impression qu'on manque encore de données justement pour réassurer ou assurer sécuriser les modèles. Oui, et alors, mais c'est exactement ça, Gilles. Nous, on fait en fait, comment est-ce qu'on attribue le capital nécessaire face au risque cyber? On a des modèles stochastiques très, très sophistiqués et qui nous disent, voilà, un événement ransomware mondial qui émanerait de tel pays ou de tel autre ou qui serait conduit par tel groupe d'attaquants ou pas, voilà ce que ça peut coûter sur l'ensemble des risques que vous réassurez. Et donc on se base là-dessus, nous, pour dimensionner le capital nécessaire. Et vous savez qu'on est une profession très régulée, donc on a des normes comptables qui nous disent qu'on n'a pas le droit d'engager plus de capitaux qu'une certaine limite. Et tout ça, c'est rapporté à nos régulateurs. Donc c'est une affaire sérieuse pour nous, ces affaires de dimensionnement. En fait, tout à l'heure, on cherchait la faute, mais in fine, c'est le régulateur, quoi. Donc l'année prochaine, on ramènera le régulateur. Ça serait intéressant. Ce serait intéressant, mais Philippe me disait il y a 2 ans, quand on a fait la table ronde sur la cyberassurance, qu'en fait c'était la faute des réassureurs. Et Philippe, tu avais raison, parce que nous, on arrive à un moment où, face à cette composante systémique du risque, et face aux données qu'on a pour faire tourner nos modèles, et c'est là que la question de la donnée vient aussi, on arrive à un état de congestion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a atteint le maximum de capital qu'on peut allouer au risque cyber, parce qu'il n'y a pas assez de fluidité, il n'y a pas assez de gens qui viennent apporter du capital ou apporter des solutions au marché de l'assurance cyber tel qu'il est construit aujourd'hui. Ça, on pourra parler éventuellement d'évolution. Mais c'est extrêmement intéressant et je pense que c'est important de le dire parce que je pense que pour beaucoup, on n'a pas ces schémas-là en tête. On voit ce que fait l'assureur, on voit ce que fait le réassureur, mais peut-être qu'on ne voit pas non plus derrière le modèle du réassureur. Et ça, c'est important. Merci pour vraiment cet éclairage, Sébastien.
je vais avancer un petit peu. Gilles, donc toi tu es la victime, c'est ça ici, celui pour lequel on va organiser une non c'est l'assureur pour lequel on va organiser une quête. Alors ce qui est très très intéressant que tu peux nous faire partager, c'est que tu as mené donc le roadshow avec courtier et assureur il y a quelques semaines, que la réponse doit tomber aujourd'hui, le 12 octobre. J'espérais d'ailleurs que à 17h20 on aurait la réponse. Bon, j'ai pas rien encore. Du directeur des assurances à 7h. Voilà. Mais tu fais partie quand même de ces grandes entreprises françaises qui ont vu les tarifs exploser, oui. Les couvertures baisser. Donc, quelle est la situation aujourd'hui? Quel est ton constat aujourd'hui par rapport à cette problématique de la cyberassurance? Ouais, alors le groupe SNCF, en termes de cyberassurance, a été candidat assez tôt, puisqu'on s'est lancé dans la démarche en 2017. Et à l'époque, les assureurs venaient plutôt nous chercher en disant il faut vous cyberassurer et on a des contrats super intéressants à vous proposer. Et du coup, celui qui devait faire la danse du ventre, c'était l'assureur. Là, maintenant, c'est moi. Potentiellement, effectivement, on a l'impression de payer toujours plus pour être toujours moins couvert. Donc ça, c'est un petit peu frustrant de notre part. On entend le risque systémique tel qu'il est décrit par nos amis là, mais clairement, on a une vraie problématique de les primes, les quotas annoncés par la MRAE sont parfaitement alignés avec ce qu'on constate. Les primes augmentent, les franchises augmentent et la couverture maximale baisse. Donc, pour un groupe comme la SNCF, c'est clair que même à 100 millions de couverture, on est en dessous de ce que serait un sinistre. On prend Merckx qui a un sinistre à 1,4 milliard. Nous, on serait sans doute pas assez à cette hauteur-là, mais 300-400 millions pourrait être une sinistralité sans doute réaliste, si on avait vraiment un ransomware qui s'étendait. Donc on comprend qu'effectivement, depuis quelques années maintenant, il y a même des questionnaires spécialisés dans les ransomware, parce que les assureurs ont bien compris que c'était quand même le truc qui allait faire très mal aux entreprises, puisqu'on perd l'accès à ces données. Il faut reconstruire from scratch le SI d'un grand groupe, et on sait que compte tenu de l'historique, compte tenu que parfois on a quelques EHPAD applicatifs ou du legacy, on appelle ça, qui traînent, eh bien, les reconstructions seront complexes et longues. Donc ça c'est la situation. Le dernier roadshow, les assureurs ont toujours une appétence sur le risque, donc ça c'était bien. On avait plus d'une douzaine d'assureurs qui étaient candidats à participer à la couverture de la SNCF. C'est vrai que maintenant, avant, ils couvraient la SNCF à 3 ou 4. Maintenant, ils arrivent à 12 pour faire le montant de couverture. Parce que chacun prend une plus petite part du risque. Là, clairement, on a fait le roadshow. On a travaillé avec un courtier bien connu du marché, qui a l'avantage d'avoir un questionnaire que les assureurs reconnaissent. Donc, on a à répondre à un questionnaire de 400 questions et pas un par assureur, parce qu'à 12, ça pourrait faire beaucoup de questions de réponses à traiter. Néanmoins, on a quand même des questionnaires complémentaires des assureurs, notamment sur les ransomware, où certains assureurs nous demandent encore plus de renseignements plus précis. On voit aussi arriver une plus grande maturité des assureurs, tous les assureurs viennent avec leur spécialiste ou leur doudou, qui est le connaisseur technique et qui va poser les questions pointues sur la nature des mesures qui ont été prises pour encadrer le risque. On voit que la maturité s'améliore, mais clairement le modèle pour l'assuré est en train quand même d'être questionné en disant mais est-ce que si il faut payer autant pour être assuré aussi peu,
est-ce qu'on doit continuer dans ce modèle-là ou est-ce qu'il y a d'autres alternatives vers lesquelles on pourrait se tourner? Voilà, donc ça sera la deuxième partie que l'on va traiter pour cette table ronde. Merci Gilles. Alors Anne, donc on a bien entendu ce que les uns et les autres ont dit de la situation. Donc vous représentez ici l'assurance avec un grand A. Les responsabilités. Lourde tâche. Justement, vous, quelle est, voilà, par rapport aux questions, par rapport aux remarques des uns et des autres, et puis de la situation. Hein, donc, moins de grandes entreprises qui s'assurent, je le dis encore une fois, des prix qui semblent s'envoler pour des couvertures réduites. Vous, quel est votre constat et dans un deuxième temps, on parlera bien sûr des solutions. Bonjour. Oui, alors le constat, je pense qu'il a déjà été dressé assez complètement par tout le monde ici, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même ces deux horribles années 2020 et 2021 qui ont laissé, pendant lesquelles il y a eu pas mal de ransomware et qui ont coûté très cher à la fois en termes d'intensité, mais aussi en nombre. Donc c'est sûr que ça fait partie des challenges qu'on a dû relever sur ce marché qui, au final, en France, a 10 ans. Hein, donc on n'est pas sur un marché aussi mature que la responsabilité civile ou l'incendie et les dommages aux biens. Donc voilà. Après, on a eu aussi quand même, en parallèle de ça, donc on aurait pu dire, 2021, 2020 sont passés, ça s'est un petit peu calmé, comme on disait tout à l'heure, en 2022, sauf que il y a quand même un contexte géopolitique, un contexte de menaces potentielles qui ne nous laisse pas être serein face à ce risque. Il y a aussi, ce qu'on disait, le risque d'accumulation qui est quelque chose de très important pour nous parce que maintenant, tout le monde est interconnecté. Des gros opérateurs vont fournir du cloud à plein de nos clients. Donc, on peut avoir aussi plusieurs clients impactés en même temps. Donc, ça, c'est aussi des choses qu'on doit prendre en compte. Et puis, dernier point, mais c'est vrai, on a quand même aussi un coût de la réassurance, du coup, qui, comme vous avez pu le comprendre, ne va pas en s'arrangeant. Anne, j'ai une question à vous poser et peut-être qu'aussi Sébastien pourra répondre. Est-ce que le risque cyber, on a un autre risque similaire dans justement son étendue, sa violence, comme tu le disais Sébastien, en 10 minutes, une entreprise peut avoir tous ses sites touchés d'un coup, et puis ça peut toucher toutes les entreprises. On l'avait déjà vu avec WannaCry. Est-ce qu'on a un autre exemple de risque de cette catégorie-là aujourd'hui? Non. On a la chance d'être absolument unique. Ça va rassurer le public. Oui, mais ça c'est Denis Kessler qui aime bien parler donc le grand patron de SCOR qui aime bien parler des éruptions solaires. Anne, pour continuer, donc là, bien sûr, il y a un manque de capacité chez les réassureurs. Les assureurs ont du mal. Est-ce que aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas rester dans la situation telle qu'elle est. Vous-même, c'est pas. Si on commence à parler un petit peu des pistes, des solutions, qu'est-ce qu'on peut avancer? Vous travaillez étroitement avec les rassureurs, vous travaillez étroitement avec les risques managers, vous travaillez de plus en plus avec les RSSI. Quelles sont les pistes justement qu'on peut leur apporter? Alors, juste avant de parler des pistes, je vais juste terminer pour vous dire que quand on voit tous ces challenges, il a fallu évidemment rééquilibrer les choses. Et on est vraiment en train de parler d'équilibre de nos engagements, d'équilibre des conditions qu'on peut proposer, parce que notre volonté, c'est vraiment de continuer à être sur ce marché, même s'il est difficile, mais en étant prudent, je pense qu'on peut continuer à accompagner nos clients et vraiment en ayant un dialogue, je pense, vraiment proche avec eux. Donc, sur les solutions, je pense que la première chose, ça va être en effet de bien
continuer à traiter les données, à traiter, à combiner les informations qu'on a par rapport aux sinistres, par rapport à l'évolution des menaces et à l'évolution de nos portefeuilles aussi, pour pouvoir bien comprendre et prendre les bonnes décisions pour l'avenir. Parce que l'idée, c'est encore une fois de construire ensemble. Je pense que c'est intéressant quand vous disiez tout à l'heure que vous avez remarqué que les assureurs maintenant sont de plus en plus professionnalisés aussi sur l'approche du risque cyber. Et ça, pour nous, ça a toujours été très important. On a un ingénieur qui avant était la RSSI qui travaille dans notre équipe de souscription, donc avec les souscripteurs qui analysent les risques, mais aussi avec un ingénieur qui connaît tout sur les EDR, tout sur tous les points importants qui font que la maturité du risque évolue bien. Et ça, c'est vraiment important aussi parce que alors j'entends que ça peut être une demande d'information assez impressionnante qui peut agacer, mais sachez que on est dans le même bateau à la fin. Le risque qui a été identifié par le risk manager et qui est géré par le RSSI et ses équipes, nous aussi on le partage avec vous, donc on est dans le même bateau, donc c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de comprendre. L'idée ici n'est pas du tout de cocher des cases dans un questionnaire pour mettre ça dans un dossier et se dire si j'ai un audit, je sais que j'ai fait mon boulot. C'est beaucoup plus que ça, c'est vraiment de comprendre le risque. Et alors justement, on est dans un événement avec des RSSI. Concrètement, vous les avez en face de vous. Bon, on a bien compris que vous voulez avancer, vous voulez progresser, avoir plus de données. Mais concrètement, qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous leur demandez? Venez nous rencontrer plus souvent. Il faut qu'on se parle plus. Il faut qu'on travaille plus étroitement ensemble. Parce que bon, comme vous dites, vous êtes dans le même bateau. Bien sûr, vous travaillez peut-être plus souvent avec le risk manager. Est-ce qu'il faut aussi que le RSSI soit plus souvent associé, alors que j'ai l'impression qu'il l'est de plus en plus quand même. Gilles explique qu'il a fait son roadshow, il était là, lui, en tant que RSSI Group, avec son directeur des assurances. Comment concrètement, quel message vous pouvez donner au RSSI? C'est vrai que le dialogue est important et nous c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. J'ai même envie de dire, plutôt qu'un questionnaire, nous on préfère discuter en direct avec vous, avec le risk manager et le courtier aussi, mais c'est vraiment important. Et sachez qu'on fait tout pour... vous n'aurez pas en face de vous quelqu'un qui ne comprend pas ce que vous faites. On fait tout pour vous mettre aussi les bonnes personnes pour ne pas vous faire perdre votre temps, qu'on sait précieux. Bon, voilà, un appel pour le dialogue. On aime bien ça aux assises. Sébastien, parmi les solutions avancées, tu dis peut-être que l'assureur aujourd'hui couvre... l'assurance est trop large par rapport au risque cyber. On a vu que le risque cyber, il était gigantesque, puisqu'on est dans des sociétés totalement numériques. Les entreprises sont complètement numériques. Peut-être qu'il faut repenser l'assurance cyber. Oui, alors c'est bien ambitieux tout ça, mais on est là pour ça. Si on n'a pas des ambitions aux assises. Alors, non, mais la question que je me pose, et là je réfléchis tout haut, c'est vraiment une idée à partager avec vous, c'est que aujourd'hui les contrats d'assurance cyber, ils vous assurent de la franchise que vous prenez jusqu'à un certain montant, 100 millions, 80 millions, 200 millions, 250 millions, voilà. Est-ce que c'est vraiment le but? C'est la question que je pose. Est-ce que c'est ça qu'on cherche? Parce que en faisant ça, ça veut dire qu'on couvre à la fois le sinistre de moyenne amplitude, qui va vous coûter 2 millions, 3 millions, qui va bloquer une partie des sites, une branche, etc., mais qui va être résolu de manière, je dirais pas comme d'habitude, mais juste un petit peu au-delà de la crise habituelle. Et puis d'un autre côté, un sinistre qui coûte 250 millions,
c'est pas rien. Enfin, ça veut dire que c'est quelque chose de très grave. C'est un très très gros sinistre. Donc, est-ce que vous avez vraiment envie de couvrir à la fois je dirais quasiment le quotidien et la catastrophe? Et en fait, j'essaie de faire un parallèle avec ce qui se passe pour l'incendie ou pour les dommages aux biens. Le marché, il est coupé en deux. Il y a l'incendie, je dirais, de tous les jours, du départ de feu dans une usine avec les pompiers qui arrivent et qui aspergent. Et du coup, il y a un arrêt électrique, il y a tout ça et tout ce qui s'ensuit. Et puis la catastrophe naturelle, où il y a une tempête qui réduit tout le site à néant et qui casse tout. Et ce n'est pas les mêmes contrats d'assurance pour l'un et pour l'autre. Est-ce que il y a la catastrophe naturelle et puis il y a le tous les jours? Est-ce que finalement, on n'aurait pas intérêt à tendre vers ça et avoir deux produits, un produit pour les catastrophes cyber, la très haute intensité, et puis un produit pour le bas, le quotidien, le sinistre à quelques centaines de milliers, quelques millions d'euros. Et ça, ça structurerait différemment les contrats d'assurance. Peut-être que ça serait plus fluide, plus facile de trouver de la capacité. Et peut-être que les acteurs assureurs se positionneraient plutôt sur l'un ou plutôt sur l'autre en fonction de leur intérêt et de leur appétit. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas repenser la structure des contrats, pas les couvertures elles-mêmes? On est bien d'accord qu'il faut couvrir les indisponibilités des SI après les ransomware, les pertes de données, le panel d'experts nécessaires pour régler le problème. Mais est-ce qu'il ne faut pas repenser la structure de ces contrats face à ce blocage? Alors, j'ai d'autres solutions après. Mais alors, comme on a quand même pas beaucoup de temps, puis je voudrais que Gilles et Philippe répondent. Mais d'abord, Anne, qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition? Oui, c'est assez intéressant. Bon. De toute façon, c'est toujours intéressant de réfléchir sur le risque et la façon dont on veut le couvrir. Je pense que c'est aussi là encore une question de dialogue avec le risk manager et son équipe aussi de RSSI, parce que qu'est-ce que vous avez vraiment envie de couvrir, et à ce moment-là, on va voir si on peut être créatif pour le faire. Très bien. Alors, on est dans l'innovation, je l'ai dit. Merci. Gilles, une autre solution, c'est ce que la SNCF est en train de mettre en place, c'est une captive? Oui, alors on a déjà au niveau de la SNCF du groupe, on a déjà une captive d'assurance. Alors le principe de la captive, c'est une mutualisation du risque, mais à l'échelle de l'entreprise entre les différentes BU. Chacun cotisant un petit peu en fonction du risque qu'il veut assurer, et elle est aujourd'hui plutôt orientée dommages aux biens, responsabilité civile, etc. Et l'idée, c'est d'introduire dans la captive du capital du risque cyber, augmenter le capital avec une police cyber qui permettrait de couvrir ce qui n'est pas couvert actuellement par les contrats des assureurs, notamment les franchises qui passent à plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions. Sachant que donc il y a un projet de loi sur les captives qui, je crois, devrait arriver pour faciliter la mise en place des captives. Oui, puisqu'après c'est notamment des montages fiscaux également au niveau de l'entreprise, puisque quand on met dans une captive, on capitalise une société, la captive, avec des cotisations de tout le groupe. Donc il y a des montages qui sont en train d'être étudiés pour voir jusqu'à combien il faudrait doter la captive pour arriver à couvrir le risque que l'on veut couvrir, sachant que le directeur des assurances, chez nous dit déjà la cyberassurance, proportionnellement, est celle qui me coûte le plus cher. Alors, pas en valeur absolue, mais en proportion, pour le risque assuré, pour le risque couvert, la prime que je paye pour la cyberassurance est déjà la plus chère de toutes mes autres assurances. D'accord. Alors, si je peux ajouter sur la captive pour compléter, parce que je pense qu'il y a un point qui est intéressant. Quand une captive est mise en place, donc on dit qu'elle est frontée par un assureur classique. Donc ça veut dire que c'est une police d'assurance qui a l'air classique comme ça, mais qui en fait est réassurée
par la captive, donc c'est plus par la réassurance classique, mais par la captive, donc par l'entreprise. Et comme c'est une police d'assurance classique, sauf qu'elle est réassurée, les sinistres et l'expertise sinistre de l'assureur sont mis au service de l'assuré en cas de problème. Donc il y a quand même, ça permet d'avoir accès à l'expertise de l'assureur sur la partie gestion de sinistre, tout en manageant soi-même l'aspect pécunier et l'aspect paiement en lui-même du sinistre. La captive est vertueuse. Comme le retourne Philippe, alors je voulais savoir d'abord, par rapport aux propositions de Sébastien, quel était ton avis, et puis de nous présenter aussi peut-être une autre solution qui est en train de... qui est apparu il y a quelques jours, hein, c'est assez frais. Moi, Florence, j'entends tout ce qui a été dit jusque-là, mais il me semble qu'on est aux assises de la cybersécurité, d'accord ? Donc, tout ceci n'a de sens que, d'abord, si on a la prévention, si on a des investissements au sein des entreprises de façon à pouvoir développer une politique de sécurité qui permette de sécuriser les entreprises. Et c'est là où vous êtes le fer de lance de ça, avec deux éléments importants. Pour les grandes entreprises, je pense qu'il y a effectivement une maturité qui est effectivement forte, mais avec toujours plus de besoins parce que notre exposition, elle ne fait que croître. Mais pour les ETI, ce que l'on voit dans les résultats de 2021, c'est que plus que jamais, il faut développer au sein des ETI et des PME une meilleure sensibilisation à la prévention, à l'identification de l'exposition et au déploiement de solutions de sécurité. Et ça a été un des messages que l'AMRAE a fait passer au sein du ministère de la Finance et de l'initiative de DG Trésor, c'est que ce qui manque aujourd'hui pour ce segment-là, qui est extrêmement affecté et qui est le cœur de notre économie, c'est qu'on n'a pas de référentiel sécurité qui soit pragmatique et adapté à la taille et l'activité de ces PME et de ces ETI. Et tant qu'on n'aura pas ça, eh bien, ces entreprises-là n'auront pas vraiment conscience de leurs risques et ne sauront pas déployer une politique de sécurité qui pourra être accompagnée peut-être par l'État, de façon à atteindre un référentiel de sécurité qui correspond à leurs besoins de manière pragmatique et efficace. Et pour moi, je pense que avant de commencer à échafauder des problèmes assurantiels, il est essentiel de démarrer par améliorer la qualité du risque, parce qu'au final, c'est ça qui est l'existence même de nos entreprises aujourd'hui. Oui, je crois que le discours, on l'entend, et on est, comme tu dis, aux assises de la cybersécurité avec plus de 160 partenaires qui sont là justement pour accompagner les entreprises dans l'amélioration de leurs risques ou dans la réduction de leurs risques. Et je pense que Gilles investit un certain montant et a cette politique. Alors là, tu parlais plutôt des ETI et des PME. On a aussi des ETI qui aujourd'hui ont compris ça. Ce qu'il y a, c'est qu'on arrive quand même, malgré tout, même si une entreprise comme la SNCF ou des ETI qui ont bien travaillé, qui ont investi, qui ont réussi à réduire leurs risques, se trouvent quand même en difficulté pour s'assurer. Donc le problème demeure. Je pense que c'est essentiel de rappeler ça. Parce que les basiques, oui, les fondamentaux. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, comment est-ce qu'on fait pour financer le risque ? On a parlé des captives et l'AMRAE a été un des moteurs pour déployer cette solution-là, qui est un élément qui permet aux entreprises de mieux piloter le risque assurable, justement sur ce qu'on appelle la fréquence. C'est-à-dire les événements qui sont assurables, qui sont des petites crises, qui peuvent arriver et où l'utilisation de la captive est plus efficace que de transférer ce risque-là au marché, qui va forcément facturer une prime chère parce que ce risque est probable. Après, ça ne suffit pas. Et donc, on est en train de réfléchir à d'autres mécanismes, notamment pour les grandes entreprises, de création d'une mutuelle. Alors,
Pourquoi les grandes entreprises? Est-ce que c'est quelque chose qui est un cercle fermé? Pas du tout. Ce que montre l'étude Lucie, et c'est très important, c'est que le marché d'assurance cyber aujourd'hui, en France, 82% de la prime est payée par les grandes entreprises. 82%. Et on a vu que 11 d'entre elles se sont retirées. Pour être aujourd'hui en contact avec beaucoup de risk managers en Europe, je peux vous assurer qu'en Allemagne, par exemple, on a des très grands groupes où la question de l'assurance cyber se pose. En Suède, j'ai aussi des exemples. Et si ces grandes entreprises se retirent du marché de l'assurance cyber, il n'y aura plus d'assurance cyber pour personne, pour les grandes, les moyennes et les petites. Alors que pour les petites et moyennes, elles n'ont pas la compétence technique, elles n'ont pas une surface financière, elles ont vraiment besoin de ce marché-là. Donc, trouver des solutions, c'est essentiel. Et que les grandes entreprises qui sont plus engagées, plus matures, essaient de réunir dans un processus d'intelligence collective et pour s'épauler mutuellement face à ce risque long terme que l'on a, j'ai envie de dire que ce n'est pas un phénomène nouveau. Il y a plus d'un siècle, ça existait aussi sur le risque incendie, où des entreprises se sont assemblées rassembler pour définir ensemble, réfléchir sur les principes de risk management, de sécurité. Si vous avez des sprinklers aujourd'hui dans les bâtiments, c'est aussi une conséquence des travaux qui ont été menés par cette mutuelle qui s'appelle FM Global, qui a plus d'un siècle d'existence et qui a permis aussi donc de pouvoir épauler le marché de l'assurance incendie qui n'était pas très développé, développer des normes et de façon à ce que ce marché-là se développe et qu'aujourd'hui, les grands groupes ont des couvertures incendie de plusieurs milliards. Attends, on verra la question après. Donc, concrètement, parce que l'heure tourne malheureusement, et je voudrais quand même laisser un petit peu de temps à la salle. Donc là, il y a une initiative qui est en train d'être prise qui est justement sur ce risque cyber. On a besoin de réfléchir ensemble à comment est-ce que ce risque-là va être géré de manière plus mutualisée. Il y a un besoin de mutualiser ce risque-là, de mutualiser les réflexions, de pouvoir aussi, quelque part, travailler à une normalisation. Aujourd'hui, il n'y a pas une... le risque cyber n'est pas réglementé en tant que tel. Le risque incendie l'est. Et on peut avoir des réflexions pour dire, est-ce qu'il faut amener plus de normes? Est-ce que ça va permettre de pouvoir mieux communiquer aussi en interne aux investissements qui seront nécessaires à réaliser? Est-ce qu'on doit aussi réfléchir à des gestions de crise qui soient plus solidaires, de façon à ce qu'on puisse mutualiser les meilleurs experts, de la même manière que les attaquants mutualisent entre les mauvaises pratiques, on va dire, pour essayer d'en tirer le meilleur fruit. Tout cela, aujourd'hui, c'est sur la table, parce qu'on a besoin collectivement de réfléchir à ça. Les assureurs ne peuvent pas se détourner de ce risque-là, mais on a besoin aussi, au niveau des entreprises, qui maîtrisons ce risque-là au premier plan, de trouver des propositions qui permettent aux assureurs d'avoir un système économique qui leur permet aussi de justifier des couvertures plus importantes dont les entreprises ont besoin. Très bien, mais comme l'a rappelé Sébastien, ce sera le mot de la fin là pour la table ronde, enfin avant les questions. C'est un risque unique, donc tout est à construire en fait. Même s'il y a 10 ans d'existence, je crois qu'on en a encore au moins pour les 10 prochaines années. En tout cas, merci. Alors, on va prendre 5 minutes de questions. Jean-François. Ah non, mais je ne vais pas pouvoir faire passer tout le monde. Attendez. J'en ai juste une, elle est un peu provocatrice, mais la question est oui ou non. La réponse. Aujourd'hui, les solutions que vous proposez, ce que je propose, Philippe, c'est quand même des solutions d'un peu long terme. On était à 160% de S sur P sur le premier Lucie, on est à 2,50 sur les ETI aujourd'hui. Est-ce que le marché peut s'arrêter si
Pas de solution à court terme. Peut-être Anne, est-ce que vous pouvez répondre? Le marché peut complètement se tarir. Alors, j'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, nous, notre souhait et vraiment notre volonté, c'est d'être pérenne, hein, d'avoir des relations pérennes et d'accompagner nos clients. C'est vraiment très important et on le fait vraiment sur la durée. Je pense que ce qui est apparu comme des mesures de marché un petit peu tendues ces 2 dernières années, c'est plus des mesures justement pour pouvoir continuer à vendre de l'assurance cyber et à assurer nos clients. J'explique, c'est vraiment sachant que le risque est important, de mettre des capacités moins importantes par assureur. Vous disiez tout à l'heure, au début, ils étaient 3 ou 4, maintenant ils sont 12 à arriver au roadshow. Ça montre bien justement que voilà, chacun prend sa petite part, plutôt qu'une très très grosse qui fait que si le problème arrive, là on aura un vrai problème de pérennité. D'accord. Frédéric. Alors, je connais pas grand-chose au milieu d'assurance, donc peut-être que je dis n'importe quoi, mais je sais que quand on a un accident de voiture et qu'on est face à quelqu'un qui est responsable, l'assurance est susceptible de se retourner contre l'assurance de celui qui va rentrer dedans. Est-ce qu'à un moment donné, il est envisageable dans l'assurance cyber que l'assurance puisse se retourner contre les éditeurs logiciels qui ont vendu des produits avec des vulnérabilités ou On voit pas de qui vous voulez parler. Qui veut répondre Ah pardon, est-ce que l'assureur pourrait se retourner par exemple contre un éditeur de logiciel qui a laissé quelques bugs dans son ou quelques failles ou quelques 0D dans son code par exemple, comme on a dans un accident automobile l'assureur qui va se retourner contre celui qui a provoqué l'accident. Tu veux que je le prenne avant ou tu le fais toi? Voilà, ou qui a créé une voiture. Est-ce que qui veut répondre? Tu vas pas faire grand-chose. De toute façon, l'assureur, il pourra le faire si jamais nous, clients, on ne signe pas d'abandon de recours contre les fournisseurs de logiciels. Et c'est aujourd'hui, vous le savez mieux que jamais, une négociation relativement déséquilibrée. Et pourtant, on n'est pas une petite PME et je vous assure que c'est une négociation qui reste relativement déséquilibrée. Et l'assureur, quelque part, si nous, en tant qu'assurés, on a accepté cet abandon de recours, l'assureur qui est subrogé à nos droits, subrogé, ça veut dire qu'il récupère les droits que l'on a nous pour se défendre lui. Eh bien, si on a abandonné ces recours-là, l'assureur ne pourra rien faire. Alors, ça, c'est une réponse contractuelle, je dirais, à laquelle je souscris totalement. Philosophiquement, c'est quand même... Alors, on sait que les éditeurs de logiciels et les très grands font d'énormes efforts pour patcher tous les mardis, c'est super. Il reste quand même il reste des vulnérabilités avec les conséquences qu'on connaît. Donc, après, il y a une question plutôt éthique. C'est que quand on est un éditeur et qu'on a des résultats financiers tout à fait profitables et qu'à l'autre bout de la chaîne, ça coûte des milliards, on peut se poser la question de savoir s'il y a un équilibre qui s'est créé dans ce marché ou pas. Et peut-être qu'il faut aider à rétablir cet équilibre. Alors, est-ce que c'est par le biais de l'assurance ou pas? Je ne sais pas, je ne pense pas. Mais peut-être qu'il faut réfléchir collectivement à des solutions pour ce problème. Le problème, c'est quand même que la vulnérabilité logicielle, c'est quand même une pomme de douche à 11 trous. Hein. On n'a que 10 doigts. Donc à un moment, on est mouillé quand même. Hein. Alors, je vais prendre encore une seule question. Ouais, je suis désolée. Bon, allez. Alors. Ouais, une toute petite. Et... Je pense que sur les questionnaires, il faut effectivement... on a eu de longues discussions avec les assureurs
parce que quelquefois la réponse elle est manichéenne du style tous vos systèmes sont patchés dans la semaine. Oui, non. C'est un petit peu laconique pour répondre sur un grand groupe. Sur une PME de 10 personnes, on va dire qu'ils ont 2 serveurs et ils peuvent dire 100% de mon parc est patché la semaine qui suit l'apparition du patch. Nous, on sait très bien que patcher, ça veut dire redémarrer des machines. Redémarrer une machine, c'est arrêter des services. Arrêter des services, ça se planifie. Et donc, forcément, le patch management prend plus de temps dans un grand groupe que dans une PME. Donc, les questions doivent être pondérées et les réponses doivent être transparentes, mais également doivent faire prendre conscience. C'est pour ça que je dis que les assureurs maturent, parce qu'ils arrivent avec des questions moins manichéennes que celles qu'on avait il y a 5 ans. Alors, ça sera notre mot de la fin, parce que là, il faut qu'on y aille. Je vous remercie tous les 4. Merci, c'était super intéressant. Je pense qu'on peut la refaire l'année prochaine. On aura encore plein de choses à se dire. Oui, il y aura Lucie 3, puis il y aura d'autres choses. Donc là, je vous invite à aller maintenant dans l'amphi Prince-Pierre pour la conférence de clôture de cette journée. Et puis, à très vite.